Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Questions politiques de ce jour. Après Bujumbura, pourquoi l'opposition congolaise maintient-elle ces manifestations? On en parle avec monsieur Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC. Bienvenue messieurs. Merci beaucoup, Bola. Comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Alors, c'est quoi déjà MDVC? Oui, le MDVC, ça s'appelle Mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Parti politique cher au docteur Justin Modekereza, qui était candidat président aux élections passées. Donc, le parti a vu le jour en 2019, et dont je suis le secrétaire général et un des membres cofondateurs. Mais qu'est-ce qu'il est devenu votre autorité morale ou votre président? On n'entend plus parler de lui. Non, je viens de parler de lui. Je viens de parler de lui. Et lui-même venait récemment d'une grande conférence où il a eu à présenter une situation globale sur la crise politique et sécuritaire en RDC. Il a présenté beaucoup plus les opportunités que les gauches de la RDC sur, n'est-ce pas, le développement. Et donc, je crois qu'il travaille dur pour la RDC. Et le moment venu, je crois que les fruits seront palpables. Lorsque je dis on n'entend plus parler de lui, c'est par rapport aux activités. Il attend seulement postuler encore comme candidat président ou il prévoit des activités justement pour faire asseoir son parti et ses idéaux. Bon, d'entrée de jeu, il faut retenir qu'il est président national d'un parti politique et tout parti politique a pour objectif la conquête du pouvoir, évidemment par des voies démocratiques. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de qui sera candidat et qui ne le sera pas, parce que d'abord, la première préoccupation, c'est de se battre pour la paix et se battre évidemment aussi pour l'ordre constitutionnel. C'est à ce titre d'ailleurs que nous sommes en train de nous battre au niveau de la C64. Donc, il faut retenir ici que le MDVC est membre actuellement, cofondateur de la coalition de la gauche congolaise, dont Jean-Marc Kabound est le président national. Mais justement, on vous voit de temps à autre tout près de Jean-Marc Kabound. C'est comme s'il y a une certaine confusion. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il a quitté son parti, il est devenu membre du parti de Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, en fait, ce qu'il faut, c'est que, vous savez, dans notre pays, il s'est dégagé que nous avons toute une ribambelle de partis politiques. Et ces partis politiques, malheureusement, nombreux n'arrivent pas à comprendre comment il faut se positionner par rapport à l'idéologie. Et nous avons, avec l'honorable Jean-Marc Kabound, réfléchi, on s'est dit, écoutez, il y a des partis qu'on appelle sociaux-démocrates. Mais ces partis s'opposent les uns contre les autres. Et nous avons estimé que c'était une mauvaise leçon. Et avec Jean-Marc Kabound, qui a été l'initiateur de cette idée, n'est-ce pas, a pu démontrer qu'il y avait impérieuse nécessité que les partis qui prônent la social-démocratie comme idéologie puissent cette fois-ci fédérer les forces de façon à ce que nous soyons cette fois-ci cette référence de la gauche congolaise au niveau de notre pays. Et c'est à ce titre que, étant donné que nous partageons la même idéologie avec son parti, c'est à ce titre qu'on a créé ce qu'on appelle la coalition de la gauche congolaise sous le leadership évidemment de l'honorable Jean-Marc Kabound. Et ça évolue très bien. Non, ça évolue très bien. Et au fait, si on a accepté ces rapprochements, c'est pour des raisons. La première raison est purement idéologique, comme je viens de le dire. On ne peut pas comprendre que les partis qui prônent le fédéralisme puissent intégrer une plateforme avec ceux qui prônent l'unitarisme. Et c'est le cas, évidemment, avec l'Union sacrée. Vous allez comprendre que les partis sont nombreux dedans, plus de 500 partis, mais qui sont opposants par rapport à l'idéologie. Et donc, il est en tout cas impossible qu'on puisse compter sur une telle plateforme. Ça, c'est la première raison qui nous a poussé à nous rapprocher de Jean-Marc Kabound par rapport d'abord à cette façon de voir les choses. Et deuxième raison, c'est un peu sur le plan intégrité. Il faut le dire, aujourd'hui, Jean-Marc Kabound fait partie de ces politiques modèles dont l'intégrité, en tout cas aujourd'hui, ne pose pas problème. Et vous avez, si vous cherchez dans les réseaux sociaux, vous allez trouver beaucoup d'autres acteurs politiques qui sont visibles dans les fêtes d'anniversaire, dans les fêtes, c'est pas moi quoi, mais vous ne verrez jamais aucune image de Jean-Marc Kabound dans ça. De deux, c'est qu'il prône, et il est celui-là aussi qui combat les inégalités sociales. C'est évidemment ça les valeurs de la gauche, pour combattre ces inégalités. Et vous l'avez suivi lorsqu'il était encore au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et la première fois que vous voyez est membre du bureau,
qui descend, qui prend les micros, qui demande à ce que l'on puisse réduire les trains de vie des institutions pour pouvoir renforcer les autres secteurs. Et lorsqu'il dit, je me rappelle qu'il a demandé à ce que l'on paye, ce que consomme le Parlement est tellement énorme et qu'il était important et même urgent de pouvoir rabattre pour renforcer le secteur de la défense. Et ça, notre pays n'était pas encore en proie. Mais aujourd'hui, je pense que ce qu'il avait dit nous rattrape. Si on aurait compris ce conseil et que l'on puisse réduire les trains de vie des institutions pour renforcer les autres secteurs, surtout les secteurs de la défense, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui là où nous sommes comme, n'est-ce pas, une proie du Rwanda, un petit pays comme ça, qui a une superficie comme un des territoires de la RDC, parce que avec 145 territoires, seul le territoire de Shabunda a une superficie égale à celle du Rwanda. Mais c'est ces pays-là qui nous fait très mal, seulement parce qu'on n'a pas réussi à nous organiser et à prendre les dessus par rapport à ça. Et donc voilà les deux raisons qui nous ont poussés à être avec Jean-Marc Abound, et nous pensons qu'il est vraiment un trésor pour la République. Même si certains estiment qu'il a trahi l'UDPS et son ancien parti politique, bon, c'est pas les débats du jour. Non, c'est un problème aussi c'est pas un débat bien sûr, vous avez raison, mais je me dis, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec la manière dont l'on gère la République, on pense qu'il a trahi. Parce qu'il y a des gens qui croient encore à l'idéologie, qui croient encore, n'est-ce pas, aux valeurs fondamentales que les partis prônent. Si j'adhère dans un parti politique et que je suis convaincu des valeurs que les partis prônent et qu'une fois on a conquis le pouvoir, je me rends compte qu'on s'écarte de ce à quoi j'avais adhéré, eh bien c'est quoi de plus normal que de dire c'est pas comme ça. Évidemment, il a quitté après avoir donné des sages conseils. Mais on n'a pas compris. Mais qu'est-ce qu'il devait faire que de quitter? Mais entre-temps, les jeunes qui l'ont rejoint l'ont aussi quitté. Mais toute cette offre, non, mais là, je vais pas entrer dedans parce que j'en connais quelque chose. Okay. C'est un secret de la maison. Okay. Je connais quelque chose. Il y a beaucoup de réalité. Les gens qui sont partis, comme vous le dites là, nous connaissons les gens qui sont partis. On peut pas étaler ça sur la place publique. Merci beaucoup, Augustin Bissimo. Entrons maintenant dans les vies du sujet. Le 6 juillet dernier, les opposants et également les chefs religieux ont été reçus par le président burundais, à Bujumbura, bien entendu, pour parler de la crise congolaise. Et on voit très bien que le président Évariste Ndayishimiye était quelques jours avant en RDC. Il a échangé avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Et après cette rencontre, on voit l'opposition camper sur sa position de pouvoir continuer avec des marches, alors que Évariste Ndayishimiye, le président burundais, avait préconisé un dialogue. Comment expliquer cela? Non, écoutez, pour comprendre cela, il faut aller d'abord dans la genèse. La genèse de la création de la coalition, article 64, avait comme objectif la défense de l'ordre constitutionnel. Okay. Et donc, vous ne verrez nulle part, dans nos objectifs, la demande du dialogue. Nous ne sommes pas demandeurs du dialogue. Et nous sommes tout simplement demandeurs du respect de l'ordre constitutionnel. Et pendant qu'on prévoyait notre activité du 8, on a vu évidemment l'invitation du président burundais qui, en même temps, il ne faut pas que beaucoup l'ignorent, est le président en exercice de l'Union africaine. Il nous a lancé une invitation, il dit, écoutez, est-ce qu'on peut venir parler de la crise, des crises, parce que désormais, il faut retenir qu'il y en a déjà une troisième, au-delà de la crise de légitimité, la crise sécuritaire. Tshisekedi a créé également la crise politique. Et je me pose des questions, qu'est-ce qu'il gagne dans les créations des crises? Et donc, ça... Mais sur base de quoi vous dites qu'il crée? Est-ce que c'est lui qui crée ces crises ou c'est l'incompréhension de la classe politique? Non, mais écoutez, je connais votre façon de voir les choses par rapport à la République. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vraiment un gouvernement sérieux, un chef d'État sérieux peut imaginer l'initiation du changement de la Constitution pendant que son pays est agressé? Et je me dis, mais parce que le peuple était concentré sur l'agression, parce qu'il fallait l'unité nationale, il fallait la forte cohésion pour qu'on soit un, mais c'est pendant ces temps-là que nos territoires sont occupés, que lui a jugé bon amener ce débat sur les changements de constitution. Ce n'est pas le président de la République qui a mené ce débat. Ce n'est pas lui qui a initié. De quoi vous dites que lui, il a initié? Bon, enfin, je pense que l'histoire, elle est importante pour comprendre
les choses. Mais là, nous devons être factuels. À Kisangani et à Lubumbashi, nous sommes en 2024, où il a lancé lui-même la campagne sur les changements de la Constitution. Je me rappelle d'ailleurs de son discours magique, qui va m'interdire, moi, garant de la nation, à ne pas changer la Constitution. C'est lui qui a initié, et les lieutenants l'ont suivi aujourd'hui. Il a dit, donc, il n'a pas entrepris des démarches qui pourront vous permettre d'étayer vos propos, clair et net, que voilà, sur base de ses propos, il a commencé, il a fait ceci ou cela. Les lieutenants ont été largués dans des états-majors. Les campagnes ont été lancées, des changements de la Constitution. Et au moment où on leur avait dit, écoutez, vous lancez cette campagne, mais ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas de soubassement légal. Et c'est alors qu'ils ont d'abord mis le projet dans les frigos. Et en mettant le projet dans les frigos, il fallait trouver une issue légale. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé la loi sur les référendums. Et là, c'est Ngondankoï qui a dit, écoutez, parce que moi, j'avais écrit au président public, j'ai écrit à l'Union sacrée, j'ai dit, vous êtes en train de prêcher les changements, mais ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de soubassement légal. La Constitution prévoit sa révision et donne les mécanismes d'encadrement de cette révision. Mais elle n'a jamais prévu les mécanismes de son changement. D'où vous ne saurez pas trouver des mécanismes. Et c'est là, évidemment, ils ont compris. C'est alors qu'ils se sont lancés dans des laboratoires, n'est-ce pas, noirs, jusqu'à produire cette loi que j'appelle une loi monstre avec Ngondankoï, qui désormais a produit une loi qui donne l'autorisation au président de prendre l'initiative de changer la Constitution. Et là, j'appelle... On n'en est pas encore là. Voilà. C'est là que nous disons que nous avons reçu cette invitation et nous sommes dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Si nous voulons gérer la République demain, est-ce qu'on peut éviter l'invitation du président de l'Union africaine? Est-ce qu'on peut s'écarter de ce que pensent les organisations régionales? C'est comme ça qu'il y a eu d'ailleurs deux tendances. Une tendance n'était pas parce que pour elle, cette tendance-là, Ndayishimiye est un ami au président Tshisekedi. Pour l'autre tendance, il faut écouter quand même le président burundais. Mais justement, comment expliquer cette divergence-là déjà au sein même de ces 64? On vous sent un peu dispersé, divisé, justement sur ces points-là. On a senti même d'autres de vos collègues qui sont montés au créneau pour fustiger le départ d'un grand groupe vers le Burundi. Il faut voir ça dans deux manières. La première manière, il y a un groupe évidemment qui n'était pas d'accord parce que les raisons qu'il avait avancées pouvaient être senties légitimes. Mais politiquement parlant, il fallait aussi comprendre qu'il y en a qui sont en train d'apprendre. Chez nous, il y a les acteurs politiques, il y a aussi les mouvements citoyens qui ne sont pas politiques. Alors, c'est pas facile de concilier les deux. Parce que les mouvements citoyens qui ne sont pas politiques ne comprennent pas aussi certaines choses sur le plan organisationnel. C'est comme ça qu'on s'est dit, il y a quand même intérêt à aller écouter le président burundais compte tenu de son statut de président à l'Union africaine. Il y a aussi une autre raison qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas avoir une grande coalition comme celle-là et estimer une seule fois que l'Union, le pouvoir peut manquer de nous infiltrer. Non, là nous sommes rassurés que le pouvoir est en train de travailler. Nous avons su que le pouvoir travaille depuis la création même. Et juste une semaine, 2 semaines après, on a eu des informations que le pouvoir travaille. Augustin Bissimois, vous voulez dire clairement que C64 est infiltré par le pouvoir? Non, je n'ai pas de confirmation. Mais j'ai dit on a eu des échos. Parce que lorsqu'on a des échos, qu'il faut vérifier, il faut encore garder les choses au conditionnel. Alors c'est comme ça qu'on dit. On a eu des échos 2 semaines après la création que l'Union sacrée a réfléchi, le pouvoir a réfléchi sur les mécanismes de nous infiltrer. Et il a mis des fonds comme pas possible. Mais on a dit, bon, advienne que pourra. Et par rapport aux fonds, vous avez des preuves? On va faire avec. Par rapport aux fonds qui ont été mis, vous avez des preuves? On a dit, on fait avec. On fait avec parce que l'objectif est connu. Et peu importe la corruption qu'on peut mettre, peu importe les fonds qu'ils mettront, même si ils arrivaient à corrompre 10, 20, il ne manquera pas un seul qui tienne debout par rapport à cette philosophie de changement de la Constitution. Parce qu'il y en a qui tiennent, n'est-ce pas, à la démocratie, il y en a qui tiennent à la légalité, il y a des fidèles à César Beccaria. Parce que César Beccaria prône la légalité. C'est-à-dire, c'est lui qui estime que tout devrait être légal.
Et donc, c'est comme ça que ce principe de textualité, le respect des textes, c'est un principe, au fait, qui éclaire tous les démocrates. Et c'est comme ça que s'il y en a 20 qui sont là, qui sont légalistes, les jours où on va corrompre 19, on ne manquera pas un seul légaliste qui va dire « je campe sur ma position ». Et c'est comme ça que cette lutte va payer, va finir par répondre, n'est-ce pas, à son objectif. Et Ndayishimiye, de son côté, il est déçu par rapport à la démarche que non, mais que pas. entreprise. Alors la question posée de savoir comment est-ce qu'on poursuit les activités Tout à fait. de terrain, alors que, au fait, nous avons écouté Ndayishimiye. Et le présidium qui était parti est revenu. On nous a donné rapport, restitution plutôt sur ce qui s'est passé là-bas. Oui, Ndayishimiye a dit, écoutez, avec la crise sécuritaire déjà qui fait mal à votre pays, la création de nouvelles crises politique va faire mal davantage. D'où nous estimons qu'il y a impérieuse nécessité, n'est-ce pas, d'envisager un dialogue global et inclusif. Êtes-vous prêts? Et nous avons dit, nous, on n'est pas demandeurs du dialogue. Mais si ce dialogue doit être fait, nous avons un seul préalable, que le président Tshisekedi renonce officiellement à son projet diabolique de changement de constitution. Parce que ce changement de constitution est une passe en or qu'on donne en même temps, n'est-ce pas, au Rwanda et à la rébellion de pouvoir balkaniser notre pays. Et c'est à ce titre que nous nous sommes dit, en tant que citoyens, en tant que nationalistes, on ne peut pas accepter que Tshisekedi puisse accompagner la balkanisation de notre pays ou qu'il puisse torpiller la démocratie. Et donc, c'est ça le débat. Et nous avons dit, comme Ndayishimiye a dit, ok, j'ai compris, je vais amener, n'est-ce pas, les conclusions acquis des droits. Et donc, mais nous avons dit, mais nous ne pouvons pas baisser des gardes. Nous continuons nos activités de terrain jusqu'à ce que les préalables qu'on a lancés soient, n'est-ce pas, une victoire. Et pourtant, vous avez reporté justement le premier rendez-vous, Évidemment, la parce première date que qui a été prévue. c'était prévu le 8. Oui. Mais on s'est dit, comme on nous invite les 4, mais pendant que le présidium sera au Burundi, et ça ne sera pas facile qu'on puisse combiner les deux. Il fallait d'abord, n'est-ce pas, projeter notre activité, reporter au 22, pour d'abord aller écouter le président de l'Union africaine. Ce qui a été fait, c'est comme ça qu'au retour, nous avons dit, le préalable est là. Pour qu'il y ait un dialogue pour nous, il faut d'abord que le régime en place, le pouvoir, renonce à son projet diabolique de changement de la constitution qui vise, n'est-ce pas, à balkaniser le pays et qui vise à donner à Tshisekedi le 3e mandat. Et donc, si ce préalable, n'est-ce pas, est pris en compte, tout de suite là, on ne suspend, on arrête toutes les activités de terrain. Mais n'est-ce pas, parmi vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un tout petit peu divisés parce que ça, c'est l'approche que vous avancez. Mais les autres pensent par ailleurs, on peut aller au dialogue, mais ils doutent de la sincérité du chef de l'État. Ils sont prêts pour le dialogue, peu importe ce qui sera posé comme préalable, mais ils doutent du moins de la sincérité du chef de l'État actuel. Non, mais ce qui est vrai que, bon, je comprends que les gens puissent commencer à douter du chef de l'État. C'est pas d'ailleurs un bon signe. Je crois qu'il doit beaucoup travailler pour que ses citoyens aient confiance en lui. Parce que même au niveau de la région, il y a beaucoup qui n'ont plus confiance en lui et c'est pas un bon signe pour notre pays. Mais moi, je pense qu'au niveau de la C64, on est formel. Parce que l'objectif était, de manière globale, c'est d'abord combattre, n'est-ce pas, les renversements du régime constitutionnel. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui veulent renverser le régime constitutionnel. Alors, si déjà il renonçait à ces projets, C64 n'aura plus raison d'être. Mais tant qu'on n'aura pas renoncé à ces projets, parce que déjà pendant que nous sommes au Burundi, ils ont envoyé la loi Ngonankoi à la Cour constitutionnelle et du coup on apprend que ça a été jugé conforme à la Constitution, on apprend, mais ça veut dire que la volonté manifeste de continuer est là. Et comme c'était le langage des sourds, nous aussi nous continuons nos activités de terrain. Et donc, la rue va nous départager. Et cette rue-là, peu importe ce que ça va nous coûter, nous sommes déterminés parce qu'en fait, moi, Augustin Bissimois, je ne vois pas pourquoi je dois continuer à vivre dans un pays où on ne respecte pas les règles. Je ne vois pas pourquoi. Mais entre-temps, Augustin Bissimois, vous voulez que le chef de l'État démissionne? Ça, c'est aller au-delà même de tout ce que vous faites comme démarche. Est-ce que c'est pas aussi anticonstitutionnel de demander la démission d'un chef de l'État?
Non, mais pourquoi nous en arrivons là? C'est le débat, la question qu'il faut poser. On y arrive parce que qu'est-ce qui fait de Tshisekedi président de la République? Ce n'est pas seulement le simple fait qu'il a été proclamé élu. Je ne dis pas le fait qu'il a été élu. Je dis le simple fait qu'il a été proclamé élu. Ça ne suffit pas parce qu'on peut être proclamé élu et tout de suite là, on n'est pas présent en public. Pour qu'on soit président de la République, il faut qu'on soit investi. Et lors de l'investiture, il y a un serment que le président a pris. Ce serment se trouve à l'article 74 de la Constitution, n'est-ce pas, du 18 février 2006. Là où il s'engage, il a pris 5 engagements, et de ces engagements, le tout premier, c'est de respecter la Constitution et de défendre les lois de la République. Alors si déjà, il a violé son serment, il n'est plus digne de porter la veste du président de la République. Ça veut dire que le moment même qu'il a commencé la violation de cette Constitution, il ne peut plus porter la veste. Ça veut dire qu'il est déjà frappé de l'indignité. Ce qui fait que déjà, pour les légalistes, parce qu'au fait, vous savez, les pays civilisés, ils respectent beaucoup la loi. Il suffit que vous violez la loi, vous perdez votre légitimité. Et que dire encore de celui qui viole son serment, qui a fait de lui président de la République? Et beaucoup de gens pensent évidemment que non, comme il n'a pas encore changé, l'infraction n'est pas encore consommée. Mais oui, justement, le pouvoir peut vous dire sur base de quel élément que vous pouvez dire que le président a violé. On est dans les factuels. Quels sont les faits que le président de la République a posés pour que vous puissiez parler déjà des violations? En droit pénal, il existe 2 grandes catégories d'infractions. Il y a les infractions matérielles et les infractions formelles. Les infractions formelles, n'est-ce pas, n'exigent pas de résultats. Tandis que les infractions matérielles exigent les résultats. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la commission pour que l'infraction soit consommée. Mais dans les cadres des infractions, n'est-ce pas, formelles, la simple tentative suffit pour que l'infraction soit, n'est-ce pas, établie. N'est-ce pas dans les intentions? Mais pas du tout. C'est comme ça que si je vous renvoie à l'article 64 de la Constitution, sur fond de quoi d'ailleurs notre coalition a été créée, vous allez y trouver là-bas 2 alinéas. Oui. Le premier parle, n'est-ce pas, de s'opposer ou de se soulever contre quiconque prendra le pouvoir par les armes ou qu'il exerce en violation de la Constitution. Il faut que les gens fassent cette nuance-là. Et le deuxième alinéa, on vous parle de toute tentative. On dit que la violation de la Constitution constitue une tentative, n'est-ce pas, de renversement du régime constitutionnel. Mais vous êtes dans cette situation-là, des tentatives de renversement du régime constitutionnel. Non, c'est eux qui ont tenté de renverser, n'est-ce pas? Parce qu'écoutez, si les M23 arrivaient par malheur à prendre le pouvoir, le pays, en général, qu'est-ce qui va arriver à la Troisième République? Que les téléspectateurs retiennent que si les M23 arrivent à Kinshasa, les M23 va faire table rasa. Nous ne serons plus dans la Troisième République, nous serons dans la Quatrième République parce que toutes les institutions vont tomber. Si Tshisekedi change la Constitution, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les institutions tombent et la Troisième République tombe. Nous allons à la Quatrième République. Ça signifie que leur projet constitue, n'est-ce pas, un renversement du régime constitutionnel existant. C'est comme ça que nous disons, ceux qui pensent que c'est nous qui voulons renverser le régime, ils se trompent parce que le régime constitutionnel existant est celui qui est en train d'être renversé par le pouvoir en place. Et donc, parce qu'il y a évidemment 3 moyens par lesquels on peut changer la Constitution. La doctrine a bien démontré cela, et celui qui vous apporte une nouvelle doctrine, c'est vraiment un menteur, c'est un fossoyeur du droit. On vous dit que comme les droits, plutôt, la Constitution n'a pas prévu ces mécanismes de changement, et donc, pour changer, il faut qu'on retourne, n'est-ce pas, au constituant originaire. Or, lui là, le constituant originaire a fini son travail, il s'est effacé. Lorsqu'il a adopté cette constitution, il s'est effacé. Il a laissé la charge au constituant dérivé
pour pouvoir réviser ce qu'il faut réviser et en lui donnant, n'est-ce pas, un certain nombre d'encadrements, quand est-ce qu'il ne peut pas réviser, nous sommes à l'article 219, et en lui donnant des matières intangibles qui ne peuvent faire objet d'aucune révision. Et donc, c'est comme ça que nous disons, si on veut changer la Constitution, ça doit être par coup d'État, ça doit être, n'est-ce pas, par une rébellion ou une révolution. Alors, quel est de ces cas dans lesquels nous sommes? Les gens disent non, avec l'article 5, le peuple est souverain. Ok, on les leur concède. Mais si le peuple est souverain et qu'il peut décider de son changement, qui prend l'initiative de changer la Constitution? Qui, au niveau des institutions, a reçu le pouvoir constitutionnel d'initier les changements de la Constitution? On est d'accord que l'article 218 a donné aux institutions le pouvoir d'initier la révision. Mais qui? Je mets quiconque au défi de nous prouver qui, avant d'aller vers le peuple qui est souverain, parce qu'on va vers le peuple pour adopter la nouvelle constitution, mais qui, pour prendre l'initiative? C'est comme ça qu'ils étaient bloqués depuis 2024. Ils se sont dit, mais écoutez, comme Augustin nous a révélé ça, qu'est-ce que nous faisons? Il faut trouver des mécanismes. Comme ça qu'on a trouvé des bandits juristes qui ont réfléchi et qui ont inventé une loi que je qualifie, n'est-ce pas, de suicidaire, en ce que elle porte des germes, n'est-ce pas, d'extra-constitutionnalité, en ce que désormais, le président a un pouvoir que la Constitution ne lui a jamais conféré, en ce qu'il est celui qui peut désormais décider de quand est-ce qu'il faut changer la Constitution. En ce qu'aussi, l'Assemblée nationale, le Parlement... Mais ça paraît légal. Ça paraît maintenant légal. On a légalisé ce qui n'est pas légal. Et en légalisant ce qui n'est pas légal, on ne peut pas, parce que nous avons ce qu'on appelle la norme, la hiérarchie des normes, avec Hans Kelsen, qui a présenté ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et pendant ces temps, c'est la Constitution qui est au-dessus, n'est-ce pas, de toutes les lois. La loi fondamentale. Exactement, parce que toutes les lois doivent se ressourcer à la Constitution. Mais une constitution qui va se ressourcer à la loi, c'est une illégalité, une anomalie constitutionnelle. Oui, alors, Augustin Bissimo, lorsque l'Union africaine via Évariste Ndayishimiye vous propose le dialogue, l'unité, apparemment vous n'êtes pas pour, mais vous campez sur votre position de faire démissionner le chef de l'État. N'est-ce pas au travers des dialogues qu'on peut justement aussi se parler, s'il y a des choses à arranger, on arrange, lui dire en face, voilà, nous ne voulons pas que vous puissiez justement changer la Constitution. C'est pas un moyen? Non, nous, on n'est pas demandeur du dialogue. On ne fait pas parler de ça aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas demandeur du dialogue. Nous sommes demandeurs jusque-là du respect de l'ordre constitutionnel. Mais il faut se parler. Non, mais on va se parler sur base de quoi? Est-ce qu'on peut discuter sur la violation de la Constitution? Il suffit que Tshisekedi dise, voilà, je me rends compte que j'étais égaré, je me rends compte qu'on m'a trompé comme d'habitude. Cette fois-ci, en tout cas, je renonce à ces projets parce que les miens m'ont trompé. Parce que les siens l'ont toujours trompé. Vous vous rappelez, il a toujours dit qu'il n'a toujours pas été au courant. Il avait des mauvaises informations sur l'armée, tout ça. Et donc, s'il prend le courage de dire, très chers compatriotes, je vous aime beaucoup. Les miens m'ont trompé. Et cette fois-ci, je renonce à ces projets de changement de la Constitution et je vous promets les élections dans les délais constitutionnels. C'est fini, la C64 disparaît. S'il faudra créer autre chose, ça sera autre chose, n'est-ce pas, pour parler maintenant à l'élection. Mais pour le moment, on est focus sur le respect de l'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce qui vous fait croire à l'heure qu'il est qu'il n'y aura pas élection en 2028? Non, là, on n'est pas là. Nous sommes sûrs qu'il y aura élection et nous nous préparons en conséquence. Parce que lui, Félix Tshisekedi ne s'est pas encore prononcé sur un probable changement. Il n'a pas dit clairement, maintenant on change la Constitution. Non, il l'a dit. Je vous ai dit que en droit pénal, d'abord, il y a 3 éléments pour sacraliser ou confirmer l'infraction. Il y a l'élément légal, il y a l'élément matériel et il y a aussi l'élément intentionnel. Donc, en combinant les 3 éléments, on peut déjà comprendre que l'infraction est consommée. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle les infractions formelles qui n'exigent pas les résultats. C'est-à-dire la simple tentative. Et comme ils ont déjà tenté, parce que lui-même a lancé la campagne pour le changement de la Constitution, lui-même dans sa bouche. Donc déjà, ça veut dire qu'on est déjà dedans. Ils ont imaginé une loi sur les référendums constitutionnels
en violation de la Constitution. Parce que la Constitution n'a jamais prévu un référendum constitutionnel. On pourra le démontrer dans l'émission prochaine. Parce que là, sur le plan juridique à ce niveau-là, je n'ai pas fait les droits pour rien. En fait, on a fait les droits pour pouvoir, et puis encore pas n'importe lesquels, c'est les droits publics, un droit élégant, n'est-ce pas, un droit civilisé, en ce qu'il constitue, n'est-ce pas, les règles d'organisation, n'est-ce pas, et de fonctionnement de l'État. Et donc, voilà un peu l'élégance du droit public. Ce qu'ils l'ont fait, lorsqu'on parle du droit public, on le parle, n'est-ce pas, avec la main sur les cœurs. Alors, Augustin, comme nous avançons petit à petit vers la fin. Augustin Bissi-moi. Je parlais d'Augustin Kabouya. Non, lui, il est de l'IDPS parce que je parlais d'Augustin Kabouya, votre homo, dans la mesure où lui, il est contre une marche du pouvoir le 22 juillet, et alors que André Mbata, qui est le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, lui préconise une marche le même jour. Quelle est votre lecture? Non, je ne commente pas les désordres. Quand je vois une famille désorganisée, je pleure, mais je ne commente pas les désordres. Est-ce que c'est un désordre ou c'est pour la vitalité de la démocratie? L'UDPS s'est dit, bon, nous, on ne peut pas marcher. Bon, je disais que je ne commente pas les désordres. Quand je vois une famille désorganisée, ouais, j'ai vraiment des larmes aux yeux, mais je me dis, sur la place publique, j'évite de commenter les désordres parce que ceux qui me voient commenter peuvent penser que j'ai l'expérience dans les désordres. C'est une matière que je ne maîtrise pas. Je laisse ça à ceux qui en ont l'expérience. Vous avez compris pourquoi j'ai évoqué le rôle d'Augustin Kabouya. C'était justement par rapport à cet élément. Mais, toute dernière question, vous voulez marcher le 22. Apparemment, vous êtes contre les dialogues parce que vous dites que vous n'êtes pas demandeurs. Entre-temps, le gouvernement, via le VPM de l'intérieur, a interdit le marche pour des raisons, ou toute manifestation grandiose, ou des raisons d'Ebola. Et vous, apparemment, vous voulez faciliter la contamination d'Ebola. Et l'Union Sacrée, Mbata, qui a annoncé la marche du 22. Non, mais vous avez déjà, en fait, l'autorisation. Il y a le gouverneur qui a promis, il va vous accompagner. Alors, pourquoi est-ce que Mbata a déjà eu l'accompagnement du gouverneur de la ville province de Kinshasa? On ne sait pas encore, mais vous, apparemment, tout est déjà OK pour que vous puissiez marcher le 22. Pourquoi ne pas renoncer dès lors qu'il y a un problème sanitaire qui s'oppose? Alors, je vous ai dit que je ne commente pas les désordres. Tenez, le ministre de l'Intérieur interdit. OK? Et lui, en interdisant, il n'a pas compris qu'il violait la loi. Mais le gouverneur a compris que le ministre de l'Intérieur a violé la loi. Et c'est comme ça que lui, le gouverneur, lui a dit, non, je vous autorise, vous avez droit. Et je vais vous encadrer. Alors, qu'est-ce que moi j'ai à faire dans ça? Parce que les deux sont des l'IDPS. L'un refuse, l'autre accepte. Alors nous nous en tenons à celui qui accepte et qui est déterminé à nous encadrer. C'est-à-dire c'est comme ça que le peuple doit comprendre que cette fois-ci, on nous a autorisé, venez, même si nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un domaine d'information. Ouais. Donc le peuple, venez marcher avec nous les 22 parce que la ville va encadrer les manifestants pour que cette fois-ci, l'UDPS ne puisse pas l'infiltrer et que les gens du Force du Progrès ne vont pas, cette fois-ci, perturber parce que la police sera là, cette fois-ci, elle sera disciplinée et ne va pas déstabiliser nos manifestations. Salut au gouverneur qui, cette fois-ci, a contredit les ministres de l'Intérieur et l'air des ordres à l'UDPS. Je ne suis pas dedans parce que je ne suis pas expérimenté en cette matière. Vous serez quand même d'accord pour qu'on vous aide à changer quand même l'itinéraire? Non, on ne peut pas nous aider. On ne peut pas nous aider à changer. Pour éviter peut-être un éventuel débordement ou des autres, il y a beaucoup de manifestants. Non, écoutez, le chef de l'État, le président Tshisekedi, à preuve du contraire, quand il a pris le pouvoir, il était président de tout le monde, de tous les citoyens. Alors, et l'État a prévu, là où le président travaille, ça s'appelle Palais de la Nation. Nous n'irons pas chez Tshisekedi. Non, nous irons au palais de la nation. Ils nous ont interdit la fois passée les 12, aller au palais du peuple. Maintenant, est-ce qu'ils vont encore nous interdire d'aller au palais de la nation? Nous qui sommes aussi nationalistes, nous pensons que non. Vous n'allez pas demander aux Congolais qui doit passer par ici pour aller saluer son président en public. Non, nous irons voir le président de notre pays, lui dire « Bonjour, Excellence, le président de la République, nous venons vous dire que vous avez violé votre serment. » Avec votre mémo. Mais oui, c'est tout. Merci beaucoup, Augustin Bissi, d'avoir été notre invité.
C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été les nôtres. À très bientôt avec un autre invité dans votre émission politique. À très bientôt.